Jamais l'accident d'un seul avion n'a été aussi meurtrier. Un Boeing a percuté une montagne au nord-ouest de Tokyo. Entre les passagers et les membres d'équipage, le bilan se monte à 520 victimes. Plus de 600 Boeing 747 étant en service, les enquêteurs sont sous pression pour découvrir la cause du drame. S'ils n'apportent pas rapidement une réponse, cet accident pourrait se reproduire. Redressez. Redressez. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité. Japon. Tokyo, aéroport de Haneda. 12 août 1985. 18 heures. Le vol Japan Airlines 123 va partir. Destination Osaka à 400 km. Le copilote Yutaka Sasaki sera aux commandes durant le vol. Il travaillera sous l'œil attentif de Masami Takahama, un des principaux formateurs des commandants de la compagnie. Un Américain de 26 ans, Ward Wallach, fait partie des rares non-japonais à bord. Mon frère Ward s'était découvert une passion pour le Japon pendant qu'il était en licence. Il poursuit ses études à Tokyo et adopte le mode de vie local, même s'il dénote dans le paysage. Ward était un géant à côté de ses amis japonais. Il me faisait penser à Christopher Reeve, à Superman. Un comédien et chanteur célèbre, Kiyu Sakamoto, fait partie des passagers. Je crois que l'image que tout le monde a gardée de mon mari, Kiyu Sakamoto, c'était celle d'un homme souriant. Il avait un grand sourire quand il se produisait à la télévision. Et il était aussi comme ça à la maison. Il était gentil. Il adorait sa famille et pensait sans arrêt à elle. 18h12. La tour de contrôle de l'aéroport de Haneda autorise l'avion à décoller. Les conditions météorologiques sont bonnes et le vol s'annonce sans histoire. Le 747 est en montée pour atteindre son altitude de croisière de 24 000 pieds, soit environ 7 300 mètres. Un passager doit aller aux toilettes. Faites vite. – 18h24. Deux explosions secouent l'avion. Quelque chose a explosé. La trappe de train? Vérifiez. Les commandes ne répondent plus. L'équipage tente désespérément de comprendre ce qui se passe. En cabine, la pression chute.
Votre attention, descente d'urgence. Mettez le casque sur votre visage, attachez votre ceinture, éteignez votre cigarette. C'est une descente d'urgence. 18h25. L'avion échappe à tout contrôle. Le commandant déclare une urgence. Tokyo 123. Demandons retour à Haneda. Il appelle le contrôle aérien de Tokyo. Prenez le cap 090. Guidage radar pour Oshima. L'équipage essaie de forcer le 747 à tourner à droite pour emprunter un cap qui lui permettra de rentrer à l'aéroport. Tournez à droite. Tournez. Mais l'avion ne veut rien savoir. D'accord. N'inclinez pas tant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? L'aiguilleur du ciel appelle l'équipage. 123, confirmez que vous déclarez une urgence. Affirmatif. Quelle est sa nature? Japan Airlines 123, cap 090, guidage radar pour Oshima. Apparemment, l'avion s'éloigne de Haneda. Ici Haneda, avez-vous compris? Japan 123, avion incontrôlable. Le contrôleur suggère de rallier un aéroport plus proche, celui de Nagoya à 133 km. Vous êtes à 72 nautiques de Nagoya. Pouvez-vous y arriver? Négatif. Demandons retour à Haneda. Mais l'équipage préfère atterrir à Haneda, où la piste est plus longue. L'avion étant toujours au-dessus de 20 000 pieds, environ 6 000 mètres, les passagers ont du mal à respirer. Il y a des dégâts à l'arrière. Je fais quoi? Les gens ne peuvent pas respirer. Commandant, les masques à oxygène du 5 droit sont en panne. Il faudrait descendre. Oui. Les pilotes tentent de réduire l'altitude pour faire remonter le taux d'oxygène en cabine. Baissez le nez. Baissez le nez. Oui, commandant. Baissez le nez. Avec les deux mains. Les deux. 18h38. On sort le train? Pour créer de la traînée et ralentir le 747, l'équipage sort le train d'atterrissage. Mais malgré ça, il lui est impossible de faire une descente contrôlée. Le contrôleur aérien suit le parcours de l'avion sur son écran radar. Au cours des 3 minutes qui suivent, le 747 effectue un cercle complet et continue de perdre de l'altitude. Contrôlez-vous l'avion? 123, avion incontrôlable. Japan Airlines 123, compris. Voulez-vous contacter Haneda? C'est inutile. C'est peut-être fichu. À Yokota, une base aérienne américaine, les services de secours se tiennent prêts à intervenir. Japan Air 123, Yokota approche, prêt. Si vous me recevez, transpondeur 5423.
Train sorti. 18h47. L'avion est descendu à 7000 pieds, environ 2100 mètres. Mais les pilotes qui ont déjà un contrôle limité sur le cap doivent affronter maintenant de nouveaux dangers. Montagne, droit devant. Le vol a dévié de plusieurs kilomètres et s'est enfoncé dans une région montagneuse au nord-ouest de la capitale. Tournez à droite, il y a une montagne. Tournez à droite. Tournez. Right, virage à droite. On va la percuter. Je sais. L'équipage tente de l'éviter. Mettez les gaz. Et tournez à gauche. À gauche. Plus de gaz. Plus de gaz. Puissance maxi. 18h53. Les pilotes obligent l'avion à remonter à 13 400 pieds, près de 4100 mètres. Mais il est à 65 km au nord-ouest de l'aéroport de Tokyo, d'où les contrôleurs assistent impuissants au déroulement des événements. Prêt pour votre approche quand vous le souhaiterez. Coordination avec Yokota. Vous pouvez aussi vous poser là-bas. Coupez les gaz. Relevez les volets. L'avion se met à piquer de manière incontrôlable. Puissance. Puissance. Volets. Redressez. C'est fini. Redressez. Japan Airlines 123, vous m'entendez? Japan Airlines 123, vous m'entendez? L'avion disparaît de l'écran radar. Les débris d'un gros porteur sont éparpillés sur une montagne. C'était un 747 modifié avec plus de 500 personnes à bord qui voyageait pendant une des périodes de vacances les plus prisées des Japonais. Il n'y aurait aucun survivant. En écoutant les informations, j'ai appris qu'un avion avait disparu des écrans radars. Mais je ne savais pas si mon mari était à bord ou non. Je ne me souviens plus combien de temps s'est écoulé avant qu'on puisse obtenir la liste des passagers. Quand tout a été annoncé à la télévision, quand j'ai regardé les informations, j'ai été certaine qu'il était à bord de cet avion. Comment dire? J'ai été atterrée. 18 minutes seulement après la disparition de l'avion, un C-130 de l'armée de l'air américaine localise l'épave sur une crête du mont Osutaka, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tokyo. Et il transmet les coordonnées aux autorités japonaises. Les États-Unis offrent une assistance militaire, mais les Japonais décident d'intervenir seuls et lancent une opération de sauvetage. Elle est confiée aux forces d'autodéfense. Yoshihisa Masuda est en garnison dans une base de la préfecture de Chiba, non loin du lieu du drame. Je revenais au quartier général après mes congés d'été. La base était en effervescence et j'ai demandé à un collègue ce qui se passait. C'est là que j'ai appris qu'on ignorait ce qui était arrivé à un vol de la Japan Airlines. La nuit où l'avion s'est écrasé, la base a été placée en état d'alerte et le bruit a couru qu'on allait être envoyé en intervention.
Un hélicoptère japonais indique qu'il n'y a apparemment aucun survivant. Le relief montagneux et le manque de matériel pour une intervention nocturne ralentissent les opérations. Et les militaires n'arrivent sur place que 14 heures après l'accident. Ils ne retrouvent que 4 miraculés qui ont survécu toute la nuit. Le bilan fait état de 520 morts. Parmi eux, Kiyu Sakamoto et Ward Wallach. Quand j'ai appris qu'il était à bord, j'ai eu la sensation de quelque chose d'irréel. Ward était dynamique, jeune. Ça n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Ça ne pouvait pas être vrai. Les rescapés disent avoir entendu les cris d'autres survivants après l'accident. Mais ces gens sont morts pendant la nuit. Les médecins constatent que certains auraient survécu à leurs blessures si les militaires étaient intervenus plus tôt. Bien sûr, ça n'est qu'après que j'ai appris que les secours n'étaient pas arrivés sur les lieux le jour même. Pourtant, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient pris leur temps? En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui se cache derrière l'accident le plus meurtrier de l'histoire, n'impliquant qu'un seul avion. L'enquête est confiée au comité d'investigation des accidents aériens. Parallèlement, comme l'exige la loi japonaise, une enquête judiciaire est menée par la police. Et l'avionneur américain est averti de l'accident. John Purvis a fait partie du groupe d'enquêteurs envoyés sur place par Boeing. Quand on a appris qu'il s'agissait d'un 747, on s'est inquiété, comme tout le monde, de voir cet accident ternir sérieusement la réputation de ce modèle. Parce qu'à l'époque, c'était le plus gros avion de ligne en service. La vie de millions de gens étant peut-être en jeu, le NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, veut savoir pourquoi cet avion s'est écrasé. Le représentant du NTSB, Ron Schlid, participe à l'enquête. La grosse inquiétude, c'était qu'il s'agisse d'un problème mécanique dû à un défaut susceptible de toucher toute la flotte. Une équipe d'enquête composée d'ingénieurs de Boeing et de membres du NTSB se rend au Japon. Mais une fois sur place, ils ont toutes les peines du monde à se rendre sur le site. Quand on est arrivé à Tokyo, à l'hôtel, et qu'on a rencontré les Japonais, il nous a paru évident qu'on allait avoir du mal à se procurer les renseignements déjà réunis et à aller sur les lieux. En vertu d'accords internationaux, l'avionneur est obligé d'enquêter sur place pour s'assurer que tous les autres 747 sont bien en mesure de voler.
Mais comme l'avion effectuait un vol intérieur, à l'époque, cette réglementation internationale ne s'appliquait pas. Donc, on n'était pas automatiquement autorisé à aller sur place. Il fallait qu'on demande la permission de le faire et de collaborer avec les Japonais. En attendant de recevoir le feu vert de la police, les enquêteurs américains écoutent l'enregistreur phonique avec leurs homologues. Quelque chose a explosé. On a entendu une explosion. En fait, il y en a eu deux, très bruyantes, qui se sont enchaînées. C'est fini. Redressez. Redressez. Les rescapés confirment qu'il y a eu une explosion à l'arrière de l'avion, ce qui incite les enquêteurs à envisager une hypothèse qui fait froid dans le dos. À travers le monde, dans les années 80, il y avait eu plusieurs actes terroristes, des détournements et des attentats. Et quand cet accident s'est produit, on a fortement soupçonné quelque chose de ce genre. On s'est vraiment dit qu'il pouvait s'agir d'une bombe. D'autres indices allant en ce sens sont découverts en baie de Sagami, à plus de 150 km au sud du lieu de l'accident. Les marins japonais ont repêché un gros fragment d'avion. Un des premiers éléments qu'on nous a montré, ça a été l'empennage vertical, la queue qui s'était arrachée au-dessus de l'océan et qui était tombée au sud de Tokyo, sous la trajectoire du 747. Ça signifiait que l'avion avait eu un problème catastrophique bien avant de s'écraser. Une photographie prise dans les dernières minutes du vol confirme les craintes des enquêteurs. Elle montre clairement que la dérive a disparu. Il s'était passé quelque chose de très inhabituel. Là encore, cela renforçait l'hypothèse de la bombe. 5 jours après leur arrivée, les enquêteurs américains reçoivent l'autorisation de la police de se rendre sur les lieux de l'accident. Grâce à des hélistations de fortune, les hélicoptères peuvent désormais se poser sur la crête du mont Osutaka, au nord du mont Fuji. Là-haut, c'était le chaos. Les hélicoptères allaient et venaient continuellement. Les enquêteurs fouillent l'épave à la recherche des principaux composants structurels. Un enquêteur commence toujours par rechercher ce qu'on surnomme les 4 coins. On cherche le nez, les bouts d'ailes, la queue. Quelques mètres en contrebas de la crête, il découvre les restes de la cloison étanche arrière. Cet élément circulaire se compose d'un ensemble de plaques métalliques qui se chevauchent et qui sont rivetées entre elles. Située entre la cabine et la pointe arrière du fuselage, elle empêche l'air pressurisé de s'échapper par le fond de l'avion. Quand on a découvert la cloison étanche arrière, on a vu qu'elle avait été arrachée et très abîmée. Elle était en 8 ou 10 gros morceaux et quelques-uns plus petits de forme globalement triangulaire. Ils partaient du centre pour aller jusqu'à la bordure de la pièce. On aurait dit des bouts de parapluie. Les enquêteurs examinent la cloison étanche arrière pour découvrir des traces laissées par une bombe. Un engin explosif laisse des empreintes très caractéristiques sur le métal. Il dégage bien plus d'énergie que celle que produit un accident d'avion à lui seul.
Mais l'essentiel des fragments ne comporte que des traces consécutives à un impact à grande vitesse. Une des choses qu'on observe généralement lorsque le métal est arraché, c'est ce que j'appelle une cassure en dents de scie. Et c'est le genre d'indice qu'on a découvert sur le tronçon arrière de l'avion et sur la majeure partie des fragments de la cloison étanche. Donc, ça n'était pas la conséquence de l'explosion d'une bombe. En revanche, d'autres dégâts sont inhabituels. Une partie de la cloison étanche arrière présentait des caractéristiques curieuses, différentes du reste. Dans un endroit, deux éléments s'étaient séparés en suivant une ligne presque droite, contrairement à ce qui s'était passé ailleurs sur la cloison qui avait été déchirée à cause des contraintes. Ces éléments avaient lâché différemment et je voulais savoir pourquoi. L'équipe veut examiner les fragments de cloison étanche arrière en laboratoire. Mais la police refuse, car l'enquête devant établir si l'accident est le résultat d'un geste criminel est toujours en cours. Comme au Japon, l'enquête judiciaire prend le pas sur l'enquête technique, notre équipe a eu du mal à aller sur le lieu de l'accident et à avoir accès aux données et aux morceaux d'épave tombés de l'avion. Ça a compliqué et retardé une partie du travail parce qu'il fallait suivre les ordres des policiers. L'équipe contourne ce problème avec ingéniosité. Boeing avait mis au point une procédure pour faire des copies des surfaces de cassure. C'était une espèce de rouleau adhésif qu'on posait sur la cassure. Ça ne l'endommageait pas et ça permettait d'avoir une image inversée, une copie, qu'on pouvait ensuite examiner en laboratoire. Les enquêteurs analysent les empreintes du rouleau adhésif et les croquis de la partie de la cloison étanche arrière présentant des dégâts inhabituels. Il s'avère qu'un panneau de jonction s'est détaché en suivant la ligne de rivet qui le solidarisait avec son voisin. Le métal s'était déchiré en suivant les orifices. Et j'ai pensé que j'avais trouvé le signe d'une fatigue. En découvrant ça sur la cloison, on s'est dit qu'on avait trouvé. Mais découvrir les traces d'une fatigue du métal ne suffit pas. Il faut aussi déterminer son origine. Et il faut savoir s'il s'agit d'un incident isolé ou d'un problème susceptible de clouer au sol les quelques 600 Boeing 747 en service à cette date. En étudiant l'historique de l'avion, les enquêteurs constatent que cet appareil a été victime d'un incident pour le moins inhabituel. En 1978, à l'aéroport d'Osaka, il s'était posé avec le nez trop relevé. La queue avait percuté puis raclé la piste. Et la cloison étanche arrière, qui avait été endommagée, avait subi des réparations. Ces réparations remontaient à 7 ans. Et c'est devenu un des éléments clés de notre travail. On s'y est beaucoup intéressé. Découvrir que l'avion avait dû être réparé a marqué un tournant dans l'enquête. Depuis son siège de Seattle, Boeing faxe le compte-rendu de réparation. Après l'accident, les techniciens de maintenance avaient constaté qu'il fallait remplacer la cloison. Ils avaient décidé de ne changer que la moitié inférieure à cause d'un problème de livraison de la pièce entière. Les ingénieurs de Boeing avaient mis au point une réparation. Ils avaient préparé un plan et des instructions pour expliquer comment assembler la cloison. Selon cette procédure, les techniciens de Boeing devaient fixer la moitié neuve de la cloison sur la moitié supérieure existante.
Les deux moitiés devaient être solidarisées par un panneau maintenu à cheval par 3 rangées de rivets. La cassure inhabituelle s'étant propagée le long des rivets, les soupçons des enquêteurs se portent sur la fixation de ce panneau sur les deux moitiés de la cloison. L'équipe se demande ce qui serait arrivé si on avait utilisé moins de rivets que prévu. Parmi les scénarios qu'on avait envisagés, il y en avait un qui disait « Et si la cloison a été mal réparée ?» Un collègue a fait un calcul établissant que si ça avait été le cas, la cloison aurait cédé à environ 11 000 cycles. Et justement, l'avion a accompli 12 319 cycles décollage-atterrissage depuis la réparation. Un chiffre proche de l'estimation. C'est une avancée indéniable. Une mauvaise réparation pourrait être à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à 520 personnes. Mais les enquêteurs ont besoin de preuves pour appuyer leur théorie. La police les autorise à se rendre sur les lieux pour qu'ils examinent plus précisément l'épave. On est tout de suite allé voir la cloison qui présentait la cassure que je trouvais bizarre. On a découvert que la réparation n'avait pas été effectuée comme elle aurait dû l'être. Les techniciens devaient notamment mettre un panneau, mais sa pose n'avait pas été faite correctement. Les enquêteurs découvrent que le panneau n'a pas la bonne taille. Apparemment, pour le faire tenir, les techniciens ont pris des libertés avec leurs instructions. Il avait été coupé en deux. La partie la plus étroite n'a été posée qu'avec une seule rangée de rivets. La plus large avec 2 rangées. Du coup, la solidité de la partie étroite était de 70% environ de ce qu'elle aurait dû être. À cause de cette réparation mal faite, une seule rangée de rivets supporte l'essentiel des contraintes infligées par chaque cycle. Chaque fois, la cloison étanche arrière s'étire et se resserre, comme l'enveloppe d'un ballon. Des fissures minuscules apparaissent et se propagent à partir des orifices percés pour les rivets. Un peu plus de 12 000 cycles après la réparation, le panneau cède. L'air pressurisé de la cabine s'engouffre violemment dans le trou. Il affaiblit la cloison et finit par la faire céder. Cette défaillance provoque la première explosion due à l'expulsion de l'air sous pression. Tournez à gauche! À gauche! Mais d'où vient la seconde? Depuis la découverte des débris dans la baie de Sagami, les enquêteurs savent que le 747 a perdu sa dérive au bout de 12 minutes de vol. En réécoutant l'enregistreur phonique, ils se rendent compte que c'est à ce moment-là que les 2 explosions se sont enchaînées. La conclusion qui s'impose a de quoi étonner. L'air s'engouffre dans la pointe arrière du fuselage et provoque l'arrachement de la dérive. Au moment de la conception du 747, on n'avait pas anticipé l'arrachement de l'empennage vertical ou l'explosion d'une cloison étanche. Les enquêteurs doivent maintenant établir comment l'explosion de la cloison étanche arrière et l'arrachement de la dérive ont fait perdre le contrôle de l'avion au pilote. Les
Les aiguilleurs du ciel ont suivi le vol chaotique de l'avion qui s'est éloigné de l'aéroport de Haneda en direction des monts Kanto et ils ont constaté que le 747 a fait le yo-yo en permanence. En reconstituant la trajectoire de l'avion, les enquêteurs repèrent une caractéristique familière, un mouvement appelé fugoïde. Lorsqu'il pique, l'avion prend de la vitesse. Dès lors, comme sa portance augmente, il gagne de l'altitude, puis il ralentit et recommence à plonger. Les enquêteurs savent que l'effet fugoïde indique que les gouvernes ne fonctionnent plus. Ces dernières servent à faire s'incliner l'avion et à contrôler son altitude. Fixée sur la dérive, la gouverne de direction contrôle le lacet, l'orientation de l'avion vers la droite ou vers la gauche. La seule perte de la gouverne de direction ne suffit pas à faire apparaître un effet fugoïde, contrairement à une panne du circuit hydraulique. Sur les gros avions de ligne modernes, toutes les commandes de vol sont actionnées par la pression hydraulique. Les pilotes ne sont pas assez costauds pour les faire bouger à l'aide d'un système de câbles et de poulies comme à la belle époque. Elles fonctionnent grâce à l'hydraulique. Et le circuit hydraulique du 747 a fortement souffert de l'explosion de la cloison étanche arrière. Il faut que les 4 circuits hydrauliques montent jusque dans l'empennage vertical et desservent les gouvernes de direction. Ça signifie que les conduites doivent traverser la cloison étanche arrière et qu'elles doivent monter le long de la dérive. Lorsque la dérive est arrachée, plusieurs conduites sont sectionnées. L'avion est alors paralysé. Une fois l'empennage et l'hydraulique disparus, l'équipage n'exerçait plus qu'un contrôle très limité grâce à la puissance moteur. Le 747 a continué de voler en rond, de monter et de descendre en échappant à tout contrôle. Cela explique l'effet fugoïde. Les difficultés des pilotes à contrôler l'avion. À gauche! L'impossibilité de faire demi-tour pour rentrer à Haneda et la descente vers les monts Kanto. L'équipage en est réduit à jouer avec la manette des gaz pour augmenter et réduire la puissance de chaque moteur. Redressez. À la merci d'un avion endommagé, les pilotes ne peuvent rien faire. L'accident est inévitable. Nous pouvons désormais vous révéler l'enchaînement des événements qui a conduit à l'accident le plus meurtrier n'impliquant qu'un seul avion. « 2 juin 1978, H-7 ans. Suite à un choc sur la piste, la cloison étanche arrière très abîmée d'un Boeing 747 de la Japan Airlines est mal réparée. « 18h12, le 12 août 1985. H-44 minutes. Le 747 décolle de l'aéroport de Haneda à Tokyo. Lorsque la cabine se pressurise, des fissures minuscules s'étendent sur la cloison étanche arrière. H-32 minutes. La cloison explose.
L'air sous pression s'engouffre dans la pointe arrière du fuselage. Il arrache la dérive, ce qui sectionne les conduites hydrauliques. À H-31 minutes, le commandant Takahama déclare une urgence. Les pilotes tentent de contrôler l'avion sans savoir que les commandes de vol principales ne fonctionnent plus. Le 747 monte et descend, et les pilotes essaient de le diriger en n'utilisant que la puissance des moteurs. H-8 minutes. À droite. Les pilotes descendent à 7000 pieds, environ 2100 mètres. Mais l'avion se trouve alors au cœur des monts Kanto. 18h56. La catastrophe est imminente. Mais la tragédie n'est pas terminée. Un témoignage indique qu'un certain nombre de gens ont survécu à l'impact. H plus 24 minutes. Un C-130 de l'US Air Force signale l'emplacement de l'épave aux autorités japonaises. Un hélicoptère du corps des Marines américains propose de déposer 2 hommes sur la montagne, mais reçoit l'ordre de rentrer à sa base. À 9h le lendemain matin, soit H plus 14h, les premiers secouristes japonais arrivent sur place à pied. Combien de passagers seraient encore en vie si les Américains avaient reçu le feu vert pour intervenir ? Telle est la question lancinante que se posent les familles endeuillées. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment qui a refusé l'aide américaine. Au sein des forces d'autodéfense, personne n'a admis avoir donné l'ordre aux Marines de rentrer. Suite à l'accident, les forces d'autodéfense ont acheté des hélicoptères et du matériel d'intervention nocturne pour les zones montagneuses. Le drame est lourd de conséquences pour le transport aérien japonais. Le PDG de la Japan Airlines, Yasumoto Takaki, démissionne peu après l'accident et un responsable de la maintenance de la compagnie se suicide. Un lourd tribut avait été payé et il était temps de tirer les leçons de la catastrophe. Pendant cette enquête, j'ai appris que l'accident aurait pu être évité. Si la réparation faite quelques années plus tôt avait été inspectée un peu plus en détail, et si elle avait été effectuée correctement, l'accident n'aurait pas eu lieu. Boeing reconnaît que cette mauvaise réparation a provoqué la défaillance de la cloison étanche arrière. Désormais, les réparations importantes seront examinées par 2 équipes avant et après l'intervention des techniciens. Des contrôles réguliers seront également effectués ultérieurement pour détecter une éventuelle fatigue. Pour réduire la vulnérabilité du système hydraulique du 747, l'avionneur ajoute une vanne desservant 2 gouvernes de profondeur et la gouverne de direction inférieure. En cas de rupture de la conduite, l'avion devrait rester partiellement pilotable. Cet accident a enseigné beaucoup de choses à l'industrie aéronautique, s'agissant de la conception et de la maintenance d'un avion. Ça a été une étape vraiment importante dans l'amélioration de la sécurité aérienne dans le monde. La Japan Airlines a décliné toute responsabilité dans l'accident, mais a proposé de verser des dédommagements. 90% des familles des victimes se sont entendues avec la compagnie sans aller au tribunal. Mais ni les dédommagements, ni les améliorations en matière de sécurité n'ont apporté de réconfort aux proches des disparus.
Toutes les familles des victimes, et ça a été le cas de la mienne, ont eu la sensation que ce qui s'était passé était anormal, que ça aurait pu être évité, qu'il n'y avait aucune raison pour que ça arrive. Japan Airlines 123, cap 090, guidage radar pour Oshima. Apparemment, l'avion s'éloigne de Haneda. Ici Haneda, avez-vous compris? Japan 123, avion incontrôlable. Le contrôleur suggère de rallier un aéroport plus proche, celui de Nagoya à 133 km. Vous êtes à 72 nautiques de Nagoya. Pouvez-vous y arriver? Négatif. Demandons retour à Haneda. Mais l'équipage préfère atterrir à Haneda, où la piste est plus longue. L'avion étant toujours au-dessus de 20 000 pieds, environ 6 000 mètres, les passagers ont du mal à respirer. Il y a des dégâts à l'arrière. Je fais quoi? Les gens ne peuvent pas respirer. Commandant, les masques à oxygène du 5 droit sont en panne. Il faudrait descendre. Oui. Les pilotes tentent de réduire l'altitude pour faire remonter le taux d'oxygène en cabine. Baissez le nez. Baissez le nez. Oui, commandant. Baissez le nez. Avec les deux mains. Les deux. 18h38. On sort le train. Pour créer de la traînée et ralentir le 747, l'équipage sort le train d'atterrissage. Mais malgré ça, il lui est impossible de faire une descente contrôlée. Le contrôleur aérien suit le parcours de l'avion sur son écran radar. Au cours des 3 minutes qui suivent, le 747 effectue un cercle complet et continue de perdre de l'altitude. Contrôlez-vous l'avion? 123, avion incontrôlable. Japan Airlines 123, compris. Voulez-vous contacter Haneda? C'est inutile. C'est peut-être fichu. À Yokota, une base aérienne américaine, les services de secours se tiennent prêts à intervenir. Japan Air 123, Yokota approche, prêt. Si vous me recevez, transpondeur 5423. Train sorti. 18h47. L'avion est descendu à 7000 pieds, environ 2100 mètres. Mais les pilotes qui ont déjà un contrôle limité sur le cap doivent affronter maintenant de nouveaux dangers. Montagne, droit devant. Le vol a dévié de plusieurs kilomètres et s'est enfoncé dans une région montagneuse au nord-ouest de la capitale. Tournez à droite, il y a une montagne. Tournez à droite. Tournez. Right, virage à droite. On va la percuter. Je sais. L'équipage tente de l'éviter. Mettez les gaz. Et tournez à gauche. À gauche. Plus de gaz. Plus de gaz.
18h53. Les pilotes obligent l'avion à remonter à 13 400 pieds, près de 4 100 mètres. Mais il est à 65 km au nord-ouest de l'aéroport de Tokyo, d'où les contrôleurs assistent impuissants au déroulement des événements. Prêt pour votre approche quand vous le souhaiterez. Coordination avec Yokota. Vous pouvez aussi vous poser là-bas. Coupez les gaz. Relevez les volets. L'avion se met à piquer de manière incontrôlable. Puissance, puissance. Volets. Redressez. C'est fini. Redressez. Japan Airlines 123, vous m'entendez? Japan Airlines 123, vous m'entendez? L'avion disparaît de l'écran radar. Les débris d'un gros porteur sont éparpillés sur une montagne. C'était un 747 modifié avec plus de 500 personnes à bord qui voyageait pendant une des périodes de vacances les plus prisées des Japonais. Il n'y aurait aucun survivant. En écoutant les informations, j'ai appris qu'un avion avait disparu des écrans radars. Mais je ne savais pas si mon mari était à bord ou non. Je ne me souviens plus combien de temps s'est écoulé avant qu'on puisse obtenir la liste des passagers. Quand tout a été annoncé à la télévision, quand j'ai regardé les informations, j'ai été... Les conditions météorologiques sont bonnes et le vol s'annonce sans histoire. Le 747 est en montée pour atteindre son altitude de croisière de 24 000 pieds, soit environ 7 300 mètres. Un passager doit aller aux toilettes. Mais faites vite. – 18h24. Deux explosions secouent l'avion. Quelque chose a explosé. La trappe de train? Vérifiez. Les commandes ne répondent plus. L'équipage tente désespérément de comprendre ce qui se passe. En cabine, la pression chute. Votre attention, descente d'urgence. Mettez le casque sur votre visage, attachez votre ceinture, éteignez votre cigarette. C'est une descente d'urgence. 18h25. L'avion échappe à tout contrôle. Le commandant déclare une urgence. Tokyo 123. Demandons retour à Haneda. Il appelle le contrôle aérien de Tokyo. Prenez le cap 090, guidage radar pour Oshima. L'équipage essaie de forcer le 747 à tourner à droite pour emprunter un cap qui lui permettra de rentrer à l'aéroport. Tournez à droite. Tournez. Mais l'avion ne veut rien savoir. D'accord. N'inclinez pas tant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? L'aiguilleur du ciel appelle l'équipage. 123, confirmez que vous déclarez une urgence. Affirmatif. Quelle est sa nature?
certaine qu'il était à bord de cet avion. Comment dire? J'ai été atterrée. 18 minutes seulement après la disparition de l'avion, un C-130 de l'armée de l'air américaine localise l'épave sur une crête du mont Osutaka, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tokyo. Et il transmet les coordonnées aux autorités japonaises. Les États-Unis offrent une assistance militaire, mais les Japonais décident d'intervenir seuls et lancent une opération de sauvetage. Elle est confiée aux forces d'autodéfense. Yoshihisa Masuda est en garnison dans une base de la préfecture de Chiba, non loin du lieu du drame. Je revenais au quartier général après mes congés d'été. La base était en effervescence et j'ai demandé à un collègue ce qui se passait. C'est là que j'ai appris qu'on ignorait ce qui était arrivé à un vol de la Japan Airlines. La nuit où l'avion s'est écrasé, la base a été placée en état d'alerte et le bruit a couru qu'on allait être envoyé en intervention. Un hélicoptère japonais indique qu'il n'y a apparemment aucun survivant. Le relief montagneux et le manque de matériel pour une intervention nocturne ralentissent les opérations. Et les militaires n'arrivent sur place que 14 heures après l'accident. Ils ne retrouvent que 4 miraculés qui ont survécu toute la nuit. Le bilan fait état de 520 morts. Parmi eux, Kiyu Sakamoto et Ward Wallach. Quand j'ai appris qu'il était à bord, j'ai eu la sensation de quelque chose d'irréel. Ward était dynamique, jeune. Ça n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Ça ne pouvait pas être vrai. Les rescapés disent avoir entendu les cris d'autres survivants après l'accident. Mais ces gens sont morts pendant la nuit. Les médecins constatent que certains auraient survécu à leurs blessures si les militaires étaient intervenus plus tôt. Jamais l'accident d'un seul avion n'a été aussi meurtrier. Un Boeing a percuté une montagne au nord-ouest de Tokyo. Entre les passagers et les membres d'équipage, le bilan se monte à 520 victimes. Plus de 600 Boeing 747 étant en service, les enquêteurs sont sous pression pour découvrir la cause du drame. S'ils n'apportent pas rapidement une réponse, cet accident pourrait se reproduire. Redressez. Redressez. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité. Japon. Tokyo, aéroport de Haneda. 12 août 1985. 18 heures. Le vol Japan Airlines 123 va partir. Destination Osaka à 400 km. Le copilote Yutaka Sasaki sera aux commandes durant le vol. Il travaillera sous l'œil attentif de Masami Takahama, un des principaux formateurs des commandants de la compagnie.
Un Américain de 26 ans, Ward Wallach, fait partie des rares non-japonais à bord. Mon frère Ward s'était découvert une passion pour le Japon pendant qu'il était en licence. Il poursuit ses études à Tokyo et adopte le mode de vie local, même s'il dénote dans le paysage. Ward était un géant à côté de ses amis japonais. Il me faisait penser à Christopher Reeve, à Superman. Un comédien et chanteur célèbre, Kiyu Sakamoto, fait partie des passagers. Je crois que l'image que tout le monde a gardée de mon mari, Kiyu Sakamoto, c'était celle d'un homme souriant. Il avait un grand sourire quand il se produisait à la télévision. Et il était aussi comme ça à la maison. Il était gentil. Il adorait sa famille et pensait sans arrêt à elle. 18h12. La tour de contrôle de l'aéroport de Haneda autorise l'avion à décoller.